La jeunesse française se rebelle dès la fin des années 1950. On copie les personnages américains incarnés par les acteurs Marlon Brando ou James Dean. Dès qu'on peut, on change le pantalon flanelle pour une paire de jeans, la cravate pour la chemise ouverte, et les plus téméraires préfèrent le fameux blouson noir au veston croisé des bonnes familles. Dans les surbooms, on danse le twist et on imite la gestuelle d'Elvis Presley, le nouvel héros moderne. C'est le temps du rock'n'roll. En 1961, Paris produit un premier festival qui réunit les précurseurs de l'époque. C'est l'hystérie chez les plus jeunes et chez les autres, l'incompréhension, voire le refus de programmer ce genre de musique dans certaines communes pour cause d'insécurité. Peu importe, la jeunesse a choisi ses nouvelles idoles. Elles s'appellent Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Frankie Jordan et Richard Anthony, qui eux aussi imitent le style d'outre-Atlantique, cherchant à tout prix le tube. La jeunesse écoute Salut les copains, s'informe avec son journal, active les jukebox, achète ou troque les disques et les vêtements qui marquent l'époque. Elle consomme, gesticule, bouge, danse et boit. Au début des années 60, les Roubaisiens des Sunlight accompagnent Gene Vincent dans plusieurs concerts. Les Pirates concurrencent les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages. Les Bourgeois de Calais signent chez Pathé Marconi et deviendront à la fin de la décennie les Fleurs de Pavot, premier groupe psychédélique français. Les mêmes années, les Valenciennois d'Arzoïde trouvent leur place dans l'art rock, collaborent avec Roland Petit et composent des musiques de films cultes. Les années 60, c'est une espèce d'avalanche de sons nouveaux tous les 3 ou tous les 6 mois. Donc ça changeait sans arrêt. C'était vraiment incroyable au niveau de la créativité. Et puis c'était aussi relayé par les progrès de la technologie, de l'enregistrement, des effets sonores, etc., qui étaient vraiment à toute vitesse à l'époque, quoi. Donc, ils font les gamelles. Il y a une quantité de styles qui ont été créés dans ces années-là. Dont on se remet encore à peine aujourd'hui, quoi. Il est impossible de revoir le son de l'époque. Donc nous, on s'en inspire et forcément, ça donne autre chose. Et je pense que c'est ça qui est peut-être intéressant. Pour trouver la perle rare, les amateurs cherchent les conseils de spécialistes chez les disquaires indépendants de la boucherie moderne à Lille, du Big Star Records d'Arras, ceux des vendeurs du rayon rock des Fnac ou dans les bourses aux disques qui se développent. Les chroniques des fanzines deviennent de véritables prescripteurs de tendances. Uproar for Veneration de Greg Smet et l'incontournable Presto qui deviendra Illico. Dites que je suis le coupable, le salaud, le responsable. Les premières parties des concerts font la part belle aux talents régionaux. Les punks de Toxic Waste, des Obdurates ou des Perfusés. The Watchmen, Buzz, Sister Friction dans les années 90, Gwen, Voix Off, les métalleux de No Flag, puis Carving qui deviendra plus tard Skip the Use, Tang, Glowson, Pambanitza Circus, qui déjà se professionnalisaient et s'exportaient hors région. Suivront les Dubians, Marcel et son orchestre dans un rock burlesque. Un poisson rouge écarlate, cracher le tigre rugissant, à 2 pas d'un vieil allemand, sirotant un... Et plus tard, Barnabé Mons dans un rock plus psychédélique. Qui sont ces gens dans cet écran, en connexion dans mon salon, qui lèvent leur verre à l'univers complètement fichu. Les pionniers restent les Stocks et les frères Wilcox. Qui habite en enfer, vous avez bien promis. La scène rock d'Arras se développe après 1992. Avant, il y avait les post-punk du bunker. Puis, sur les bancs du lycée, naissent les Creepy Crawling Boys dont l'émergence a motivé la scène locale. Apparaissent aussi leurs amis du Yellow Cab dans un genre plus rock, folk, blues classique. Côté lieu, la naissance du Pharos remue la ville entre 1992 et 2002. Son programmateur, Bud, faisait l'unanimité des amateurs avec ses choix pertinents du rock anglo-saxon. Les bars-concerts font le plein comme partout. La capsule ou le centre multigame se tournait vers une scène hardcore metal, indépendante des autres scènes. Les groupes Gingerbread, Hippocamp, The Elliott Specials, Good Grief, Mr. X, Noise Up, Dead Rats, Coulson, White Moss, Eyebags s'exportent bien. Les associations comme PAM ou la Baraque au son font leur place.
Arras connaît sa période dorée en 1995-2005 avec un rebond entre 2008 et 2012. Two of Us s'étend vers le néo-folk. Le festival du Main Square laisse la place aux stars. Les groupes locaux se retrouvent sur la scène du 1er mai, très punk et revendicative. Elle devient un incontournable rendez-vous du rock régional. C'est le cas aussi de la Fête de la musique, devenue l'une des plus importantes au nord de Paris. Un peu de rock francophone s'écoute au festival d'Idouda chaque année. Nathan Boyfriend, Basta, le Beatles Jimmy Was Gone, Charbon ou Pink Falda. Le rock a bien réveillé celle qu'on a injustement appelée la belle endormie. Ailleurs en région, c'était beaucoup moins évident, plus underground, moins organisé, moins fluide, mais ça bougeait. Quand ce ne sont pas les cafés, ce sont surtout les structures jeunesse et les maisons des jeunes et de la culture qui font bouger la scène. À Béthune, il y a des concerts intimistes dans la cave du Nautilus et aux Poches, déjà connu pour sa programmation de musiques actuelles. Mais c'est surtout avec le pub l'Oxford et le Béthune Rétro, méga événement 50s fondé par l'incontournable Hervé Loison, que la ville devient celle du rockabilly, du blues et du rétro. L'abattoir de Lillers accueille elle aussi les pointures du blues et du rock international et français. Je m'appelle Valentin Carrette, comme tu viens de le dire, j'ai 44 ans, ça fait 30 ans que je fais de la guitare dans pas mal de groupes. J'ai commencé avec les Yolk, après avec les Catholic Surfers, dans Idiosyncrasy, qui est devenu Idiosyncrasy Orchestra après, Okay. et dans un projet solo, et un duo de musique électronique avec Delphine Delegorgue aussi, qui s'appelle Destu, et plein de collaborations. J'ai joué au Festival Rock in Opposition en 2009, et du coup ça a donné une espèce de solidité historique à Yolk, parce que du coup il y a pas mal du réseau Rock in Opposition, prog et tout ça qui sont intéressés à nous, et du coup ouais, c'est difficile de s'autoproclamer héritier, oui peut-être, en tout cas cette scène-là en revanche ne m'a pas plus programmé après. En fait c'est parce que justement je suis aussi un peu à cheval entre plusieurs genres de musique. Et c'est ce qui fait ma force peut-être musicale, mais qui fait ma faiblesse commerciale. En fait, parce que je suis jamais à 100% dans un truc, parce que ça m'intéresse pas. En fait, ça m'intéresse pas de faire que du prog, que ça, que si. Et du coup, le fait d'être à cheval, en fait, je dirais que je suis un peu un bâtard plus qu'un héritier. La fin des années 2000 et le début des années 2010 avec les Yolk, c'était un peu une période phare pour nous, parce qu'on a fait beaucoup de tournées en Angleterre, on a joué à Londres. On était très proche d'un groupe qui s'appelle Chrome Ouf, qu'on adore toujours. Beaucoup Liverpool, je me souviens aussi. Liverpool aussi, on a joué au Blue Coats, c'était assez avec le batteur des Baby Chumbles d'ailleurs, c'était assez dingue. On avait pas mal de super dates comme ça, et puis il y a eu grâce au 4Xus à l'époque, c'était Guillaume Légevin, il y a eu un échange entre Dunkerque et Vitoria, et du coup on est allé faire la fête de la musique avec les Yolk au Brésil, et donc c'était complètement incroyable. On a été traités comme des rockstars, on avait hôtel avec piscine, le ministre de la Culture dans notre loge, 7000 personnes dans la rue, c'était complètement improbable, et ça a très bien fonctionné, alors que notre album de l'époque était complètement perché, encore une fois, ouverture quoi. Oui. Et en plus les Brésiliens avec qui on bossait. Il y avait des batucadas ou orchestres, non? Ouais, on a fait ça, et en fait nous il y a eu un double jeu. Eux ils ont bossé des morceaux de Yolk, et nous on a bossé des tradis, mais pas que. Du coup c'était assez chouette. Après New York c'est notre histoire, en fait j'ai sorti un album solo, mais quand je m'appelais encore Idiosyncrasy Crazy sans orchestra, qui s'appelle 12-12-12. Et en fait c'était une espèce de fantasme sur la fin du monde, voilà, 6-6-6-12-12. Le monde aurait dû péricliter ce jour-là, normalement le 12 décembre 2012. Et en fait je devais partir à New York la première fois, mais il y a eu l'ouragan Sandy, donc ma mauvaise blague s'est retournée contre moi. New York était sous les eaux, j'ai pas pu y aller. Mais du coup j'ai réussi à y aller 4 ans après, en 2016. Et du coup j'ai réussi à jouer dans le club de John Zorn grâce à Ron Anderson, mon ami, new-yorkais, et à faire d'autres dates à Manhattan et à droite à gauche.
plutôt, du coup là j'étais en solo. Le terme Canterbury Scene, c'est devenu un terme musical mais qui est un peu galvaudé, parce que finalement c'était des gens de Oxford et d'un peu partout qui sont venus là. Par contre, à titre plus général, c'est vrai que pendant, on va dire pendant une bonne partie des années 70, avant le punk et après le psychédélisme peut-être et les Beatles et compagnie, en Angleterre, ce qui se vendait le plus c'était quand même King Crimson et des groupes comme ça en fait, dont je me revendique, même si c'est pas la musique que je fais toujours, c'est des groupes qui ont une influence sur moi, mais je veux dire le rock prog au sens large, voilà, et dans les racines anglaises, voilà. Et comme plein d'autres musiques, comme la jungle, comme que j'adore, comme plein de trucs, comme plein de musique électronique hyper pointue, enfin ils ont un truc clairement qu'on n'a pas. Et du coup c'est vrai que quand je vais jouer là-bas, les gens dansent sur les yolks par exemple, ce qui est assez merveilleux. Après j'ai le même sentiment pour l'Allemagne et la Belgique, je ressens les mêmes choses en termes d'ouverture musicale. Voilà, ils sont beaucoup moins dans des cases, enfin c'est un sentiment en tout cas que j'ai pu vérifier. Et en plus que ce soit comment dire, quelles que soient les générations d'ailleurs, parce qu'en fait il y a plein d'endroits où j'ai vu de la musique parfois un peu exigeante, où il y avait quand même des familles ou des personnes âgées, je veux dire en Angleterre, plus en Belgique, en Allemagne et tout ça, alors qu'en France on a beaucoup plus de mal à mélanger les publics, je trouve, pour des choses exigeantes. Aux Quatre Écluses ou au Calvaire de Dunkerque, les esthétiques sont plus hardcore, industrielles, expérimentales, punk et radicales. Milgram Experience dans le noisy rock et D&D au son plus américain qui marquent leur époque et la ville. Au Baroque l'Horloge ou au Red Bar surtout, Boulogne-sur-Mer sonnait plus anglais forcément. Clever Cloud, Malice in Wonderland, avec leur son pop et leur attitude punk, ces groupes se distinguent très tôt. Puis Quarks, plus punk hardcore californien, d'autres comme Preston Burston, The Drabins, Waiting Room, Nephastcore, Calm Before Chaos ou Helium's Dirt Box qui avaient organisé vers 2010 le Dirty Fest rassemblant tous les super groupes de la ville. L'ambiance est dure, rugueuse, ouvrière. Dans les années 2010, émerge The Fools Ferguson, sans doute un des groupes emblématiques du son de la Côte d'Opale. Les structures existaient autour de la Côte d'Opale pour fédérer cette énergie. Le studio du Bras d'Or, l'assaut Intramuroc qui est resté une institution. Il y a toujours une culture pop assez identifiée du côté de Lens. Alors si tu remontes dès les années 80, avec des clubs comme le Silver Club, le Manchester, des scènes aussi avec des groupes qui bougeaient pas mal, mais bon, à l'échelle locale, régionale, et puis voilà, on est la France, on n'est pas l'Angleterre, donc c'était moins présent dans la culture, on va dire. Musique Transfert Protocol, c'est une asso qui était lensoise, donc qui a démarré en 2005 et qui avait juste pour but de réunir des potes autour de deux thèmes qui étaient le patrimoine du bassin minier et puis la culture pop, indie pop, on va dire, au départ en tout cas. Je suis parti vivre en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, à Sheffield en 2004, et on a tout de suite été frappé par les potes venaient souvent nous rendre visite. On était frappé par les ressemblances entre Sheffield et le bassin minier chez nous. Et donc en fait l'idée est venue assez naturellement de vouloir faire des échanges croisés entre groupes anglais et groupes français pour pouvoir essayer de bénéficier de toute l'énergie qu'il y avait là-bas. C'était l'époque notamment des Arctic Monkeys et compagnie à Sheffield. Donc on a essayé de tisser des liens entre musiciens français et anglais dans un premier temps, et puis les Belges se sont joints à l'aventure en 2007. On a refondé une asso qui s'appelait La Berline, qui là vraiment avait pour but au départ de vraiment être sur le patrimoine minier et la musique. Et en fait, moi j'avais déjà entendu parler de cette histoire dans le passé, et encore plus quand je suis allé en Angleterre, et en fouillant un peu, j'ai retrouvé des choses assez incroyables sur des liens qui existaient avant notre assaut entre mineurs anglais et mineurs français à l'époque des grandes grèves de 84, quand Margaret Thatcher a décidé de fermer hâtivement et brusquement les mines en Angleterre. En fait, il y a eu un mouvement de grève qui a duré 15 mois là-bas avec des gens qui crevaient de faim, une sorte de guerre civile qui s'est installée et tout, et les mineurs français, les mineurs du Nord en fait se sont énormément mobilisés pour récolter des fonds, accueillir des gamins anglais en vacances
qui fuient un peu la misère et la pagaille qu'il y avait là-bas. Et en fait, on voulait mettre ça pour l'occasion des 30 ans de cette grève, on voulait mettre ça en lumière et en musique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un patrimoine de chansons autour de cette grève de mineurs qui était incroyable. On a trouvé plus d'une cinquantaine de morceaux qui parlaient de cette grève. Alors ça allait de Sting, U2, des groupes de post-punk, comme les Redskins, Pulp, enfin voilà, il y avait tout un tas des chansons aussi traditionnelles, des chansons folk, Billy Bragg, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais on s'est rendu compte qu'il y avait tout un énorme panel de chansons inspirées de cette grève. Et l'idée c'était de les faire renaître avec des groupes justement issus plus ou moins de notre historique qu'on avait avant avec Musique Transfer Protocol, donc de faire travailler des groupes français et anglais autour de ce patrimoine commun, les réunir sur un vinyle à l'époque et de faire tout un temps d'expo, alors je ne vais pas dire festif, mais un temps pour célébrer ces 30 ans de la grève des mineurs. Autour de concerts, on avait fait un parcours sonore aussi qui retraçait toutes ces histoires de la grève des mineurs, mais aussi de la part musicale dans cette grève. Le rock, ajouté à l'amour du foot, donnait un côté Manchester à Lens. De cette ville minière tentaculaire sont nés des groupes qui avaient réussi l'alchimie des refrains pop dansants et des guitares noisy. C'est le cas de Bly, que beaucoup admiraient et considéraient comme des modèles d'intégrité. Blue Jim, dont le guitariste Dominique Miletti deviendra musicien pour notamment Bernard Lavilliers. Kagemusha se développait dans le New Wave des années 80, puis, toujours dans cette veine pop à guitare saturée, nourrie de foot et de sons captés sur les radios anglaises ou belges, Ira Delis, Fall Avril, Coffee Pop, 00 ou Siamese, les Rolling Cows, Blow Up ou les Pâquerettes Marginales. À Hénin-Beaumont, l'escapade était devenue une référence du studio et du concert. Yalta, Disgrace ou Kitchen Tool Set, Douai lorgnait également du côté des groupes hardcore de Washington DC. Cambrai jouait la scène punk, Valenciennes fait émerger Trisomie 21. Dans les petites villes de l'Artois, le Cactus Café d'Edin fait défiler des dizaines de groupes de partout et fait naître une petite scène locale punk avec Blue Maze ou Sylvester Stallone. Puis le label de Green Carbon Brigade connu à l'international. Saint-Paul-sur-Ternoise avait plusieurs groupes, dont Lollipop, le plus actif dans les années 90 et 2000. Du côté de Frévent, dans les années 2000, les Naggers occupaient bien le terrain. La tendance a changé. Elle est aux grandes scènes et aux stades pour accueillir les stars et les tributes. Elle est au réseau numérique plutôt qu'au disque et aux lois toujours plus restrictives pour limiter le bruit dans les villes. Pourtant, le rock résiste. Avec une situation géographique proche de la Grande-Bretagne et de la Belgique, la région s'est forgé un dynamisme musical fortement marqué par les influences anglo-saxonnes et frontalières. De Dunkerque à Laon, en passant par Arras, Amiens, d'innombrables groupes y sont nés, y ont joué, s'y sont développés. Des lieux et des associations ont formé un réseau dans lequel il est encore facile d'émerger, d'évoluer, de tourner et même de faire un début de carrière très honorable, sans chercher à quitter le territoire régional. Les Hauts-de-France peuvent s'enorgueillir d'être une des plus riches et des plus actives de France en matière de rock. En fait, ce qu'il faut, c'est plus d'ouverture, en fait, tout simplement. Dans la musique, hein, je veux dire, plus des programmateurs locaux et peut-être plus de soutien aussi. C'est vrai que encore une fois, c'est dur d'attribuer ça à Dunkerque. En fait, il y a une espèce de clôture du sens de plus en plus dans la musique qui me fait peur, en fait, où voilà, en France, enfin, je trouve il y a un manque de curiosité, un manque de recherche, voilà, parce qu'en fait souvent la musique, enfin c'est comme l'art plastique, les arts plastiques aussi, c'est décoratif quoi, on est là, c'est un truc qui est là, on s'en fout en fait, ça vient, et moi j'arrive pas à me résoudre à ça.